Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu dieser Nachmittagsrunde beim Deutschen. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue au 5e Forum franco-allemand de l'énergie. Je suis très heureuse que vous soyez présents parmi nous et je suis également heureuse que les discussions en ligne soient si fructueuses, qu'il y ait autant de participants en ligne. Pour cet après-midi, nous avons un bloc de sujets très dense concernant l'énergie, la transition énergétique européenne dans le contexte de défis géopolitiques actuels. Nous avons trois intervenantes. Nous allons commencer par la production énergétique. De quelle manière l'Europe peut-elle réduire ses dépendances? Et pour cela, nous avons invité Camille Defar, qui est chercheuse avec le focus sur la production énergétique à l'Institut de Jacques Delors. Elle avait au préalable travaillé sur l'énergie en Afrique. Madame Camille Defar, je vous en prie. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai normalement une présentation qui doit s'afficher. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'elle est bien visible depuis la salle? Parfait, merci. Oui. Effectivement, nous allons discuter de la production énergétique européenne et de la façon dont on doit et peut réduire notre dépendance énergétique. Alors, slide suivante. J'aimerais d'abord décrire un petit peu l'état des lieux, c'est-à-dire montrer que la crise actuelle dévoile la vulnérabilité énergétique de l'Europe. Cette vulnérabilité énergétique, elle entraîne des difficultés à la fois économiques et sociales, et donc une très forte pression politique pour apporter des réponses à cette crise. Et dans un deuxième temps, j'aimerais aborder les solutions pour renforcer notre indépendance énergétique, c'est-à-dire accélérer la transition énergétique pour sortir des énergies fossiles en s'appuyant sur le triptyque énergie renouvelable, efficacité et sobriété. Alors, slide suivante. Sur la slide suivante, vous voyez que notre production domestique d'énergie en Europe est dominée par les énergies renouvelables à 40%, tandis que le pétrole et le gaz ne représentent qu'une très petite partie de cette production domestique. Sur la slide suivante, vous voyez que néanmoins, ces deux énergies représentent encore 60% de notre mix énergétique total. Slide suivante, vous allez voir que nous importons 60% de notre énergie. Donc ça crée une dépendance énergétique vis-à-vis de partenaires extérieurs, notamment de la Russie, qui était notre premier fournisseur extérieur, toutes énergies confondues, jusqu'à récemment. Donc, slide suivante. Donc vous voyez ici que nous importons quasiment 100% de notre pétrole et plus de 80% de notre gaz. Je vais me concentrer sur le gaz pour le reste de la présentation, puisque c'est vraiment là que notre dépendance est la plus problématique actuellement. Ce que vous voyez sur le graphique de droite, c'est le coût de nos importations de gaz qui a triplé entre 2022 et 2019. Donc, ce qu'on peut comprendre de ce graphique, c'est que la crise d'approvisionnement du gaz entraîne des prix très élevés en raison de la raréfaction de cette ressource. Et notre dépendance au gaz expose en réalité notre économie, ainsi que ses secteurs clés, on pense notamment aux industriels, à la fluctuation des cours internationaux. En effet, la réduction des importations russes de gaz a entraîné une forte demande pour du gaz naturel liquéfié qui est importé par bateau et échangé en fonction de cours internationaux. Pour ce gaz naturel liquéfié, nous sommes notamment en concurrence avec l'Asie, ce qui pourrait devenir problématique quand la Chine sortira de son confinement, qu'elle subit encore actuellement, et qu'elle entamera une nouvelle reprise économique. On pourrait alors se retrouver face à un problème d'offre de GNL sur les marchés internationaux. Enfin, le deuxième problème des prix élevés de l'énergie, c'est que c'est un élément très important
qui alimente l'inflation record dont nous faisons face actuellement. Donc ces prix de l'énergie élevés, ils contaminent le reste de l'économie. Donc slide suivante. J'aimerais revenir d'abord sur à quoi sert le gaz dans l'Union européenne. Alors très schématiquement, le gaz est utilisé dans 3 principaux secteurs. Pour un quart, il s'agit de la production d'électricité. Pour un autre quart, il s'agit des usages industriels de gaz. Et enfin, le dernier grand consommateur de gaz, c'est le bâtiment, donc principalement le chauffage, que ce soit des logements, des bureaux ou des locaux commerciaux. C'est un petit peu moins que 50% puisqu'il y a des usages non énergétiques qui ne sont pas représentés dans le graphe, mais vous avez une idée donc des principaux consommateurs de gaz. Et donc, ce que l'on voit sur le graphique de droite, c'est que l'ensemble de ces secteurs ont fait des efforts de réduction de leur consommation cette année par rapport à la moyenne des années précédentes, et ce, dans la plupart des pays membres de l'Union européenne. Donc tous les pays membres aujourd'hui de l'Union européenne font face à des prix plus élevés, ce qui entraîne une réduction de la demande. Néanmoins, il est difficile de savoir ce qui relève des efforts volontaires ou des efforts contraints. On n'a pas assez d'informations à ce stade pour savoir si ces réductions, elles sont dues aux efforts de sobriété qui sont demandés par les gouvernements, du type baisse de la température dans les logements, dans les bureaux ou dans les locaux de l'administration. Si cette baisse de la consommation, elle est due à des investissements, par exemple dans l'efficacité énergétique dans l'industrie, ou si cette réduction est due à des efforts contraints, donc par exemple la mise à l'arrêt de certaines activités énergivores en raison du prix. On peut penser aux activités de production d'aluminium ou de verre qui ont diminué ces derniers mois en raison des prix très élevés. Et ces informations pourraient être un prémisse assez inquiétant de désindustrialisation. De plus, il est difficile de savoir, en l'absence de mesures structurelles, dans quelle mesure ces efforts peuvent être soutenus dans le temps. Et donc, on pourrait assister, en l'absence de ces mesures structurelles, à un effet rebond de la consommation, comme on a pu le constater à la suite de la fin des confinements dus au Covid-19 en Europe. Et donc, sur la slide suivante, j'aimerais revenir. Voilà. Alors, la slide suivante vous montre un diagramme des flux énergétiques de l'Union européenne, où j'ai souligné les flux de gaz en jaune, les flux de renouvelables en vert et les flux d'électricité en rouge. Alors, si on se concentre sur la partie de gauche du graphique, on voit que pour réduire la dépendance énergétique de l'Union européenne au gaz, il faudrait réduire les imports. Ce qui tombe bien, c'est que la plupart du gaz que l'on utilise est importé. Donc, il s'agit à la fois, on a un alignement entre notre objectif d'accroissement de notre indépendance énergétique avec nos objectifs climatiques qui nécessitent aussi d'utiliser beaucoup moins d'énergie fossile. Donc, renforcer la production domestique européenne, ça veut beaucoup dire développer les énergies renouvelables qui sont déjà la principale ressource domestique de l'Union européenne. Si on suit le flot du diagramme vers la droite, on peut voir que la plupart du gaz est utilisé directement, alors que les renouvelables sont principalement transformés en électricité. Ça veut dire que la deuxième grande brique du renforcement de notre indépendance énergétique, ça va être l'électrification des usages, par exemple dans l'industrie ou dans le bâtiment. Cette électrification sera un levier important qui permettra à l'Union européenne de réduire sa dépendance énergétique en bénéficiant d'une production d'énergie locale. Et enfin, si on termine notre lecture du graphique tout à droite, on voit la consommation finale d'énergie. Donc ce qu'on voit ici, c'est que réduire notre dépendance énergétique passe également par une demande énergétique plus faible. Comment réduire notre demande énergétique? J'ai déjà commencé à le mentionner. On peut mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique ou bien de sobriété. Il est plus facile de satisfaire une demande énergétique réduite avec des sources d'énergie locales et renouvelables qu'une demande d'énergie beaucoup plus importante. De plus, la réduction de la demande permet aussi de faire baisser la pression sur les prix. Et donc face à cette urgence, l'urgence de l'interruption assez brutale des flux de gaz russe progressifs depuis cet été, mais également
les prix élevés de l'énergie, nous avons bénéficié de différents facteurs qui nous ont permis d'avoir des stocks de gaz qui sont pleins cet hiver. D'abord parce que les importations de gaz russe étaient proches de la normale pendant toute la première partie de l'année 2022. Et de plus, nous avons pu nous procurer des stocks de GNL, donc de gaz naturel liquéfié, achetés à prix d'or sur les marchés internationaux grâce au confinement actuel qui est mis en œuvre en Chine, donc qui réduit aussi la demande de gaz sur les marchés internationaux. Donc aujourd'hui, on a aussi beaucoup plus agi vers une diversification de nos sources d'approvisionnement qu'à une réduction de nos importations. Mais cette stratégie comporte des risques à moyen terme, voire même à court terme, si on considère que l'an prochain, on pourrait avoir des difficultés d'approvisionnement en GNL, notamment, comme je l'ai déjà mentionné, si la Chine reprend une activité économique normale et si les tensions avec la Russie perdurent, ce qui est assez probable. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'il pourrait manquer 30 milliards de mètres cubes de gaz pour remplir nos stockages, ce qui correspond à la moitié de nos capacités de stockage. Donc, il faut absolument commencer à préparer les prochains hivers, ce qui nécessite d'accroître notre indépendance énergétique au travers des différents leviers que j'ai évoqués, c'est-à-dire développement des énergies renouvelables, électrification des usages et réduction de la demande. Alors, sur le slide suivant, je voulais vous montrer qu'effectivement, le déploiement des énergies renouvelables aujourd'hui, notamment l'énergie solaire, est extrêmement dynamique dans de nombreux pays d'Europe. Ça fait quelques années que la situation est dynamique, mais sous l'effet de la crise énergétique, on voit que les efforts politiques qui ont été déployés depuis plusieurs années portent leurs fruits. On s'attend à une installation record de 40 gigawatts de solaire en 2022, soit 50% d'augmentation par rapport à l'an passé. La Commission européenne estime dans l'état de l'Union de l'énergie publié en septembre dernier que l'on pourrait assister à un doublement de la part des renouvelables dans notre mix électrique d'ici à 2030. Donc, la dynamique est extrêmement positive. Il y a quelques goulots d'étranglement qu'il faudra néanmoins gérer. D'abord, il faudra accompagner ce déploiement des énergies renouvelables avec un renforcement approprié de notre réseau électrique et également essayer d'anticiper les risques de difficultés d'approvisionnement en matières premières nécessaires à ce déploiement, notamment le cuivre, qui est un élément important de ces énergies. Sur la slide suivante, je souhaitais aborder un élément extrêmement important de notre indépendance énergétique, c'est l'efficacité énergétique, une mesure qui est pourtant insuffisamment considérée encore à ce stade, alors même que 90% de notre stock est inefficace énergétiquement, donc ce qui veut dire qu'une part importante du gaz fossile importé à prix d'or est utilisée pour chauffer des bâtiments mal isolés. Et ce que vous voyez ici sur cette slide, c'est le potentiel assez important de la rénovation performante des bâtiments. Cette isolation, elle devrait être un préalable également indispensable au déploiement de moyens de chauffage propres basés sur les renouvelables. Si on pense par exemple à une solution qui a été beaucoup mise en avant par les gouvernements pour lutter contre, comme réponse à la crise des prix actuelle, c'est le déploiement des pompes à chaleur. Néanmoins, si le bâtiment n'est pas rénové, la pompe à chaleur risque d'être surdimensionnée par rapport aux réels besoins de chauffage et potentiellement moins efficace. Si on pense à un autre moyen de chauffage renouvelable, c'est le chauffage géothermique, par exemple à l'aide de réseaux de chaleur. Si les bâtiments sont moins isolés, les besoins de chauffage sont plus importants et donc l'énergie géothermique devra être complétée avec du gaz pour atteindre la température requise. C'est le cas dans de nombreux réseaux de chaleur géothermique en région parisienne. Alors que si le bâtiment est bien isolé, il est possible de chauffer le bâtiment avec un chauffage 100% géothermique. Donc, ce graphique, il est issu d'une étude de Guidehouse, qui est un cabinet de conseil qui a montré que la rénovation performante des bâtiments les moins performants de l'Union européenne
d'ici à 2030. Donc, les bâtiments qui sont considérés les moins performants, c'est les bâtiments F et G en termes de classe énergétique. Si on les fait passer à classe A et B, ça pourrait nous faire économiser près de la moitié de nos importations russes d'avant-guerre. Donc, c'est 70 milliards de mètres cubes de gaz. Alors, sur la slide suivante, ça montre c'est une étude du think tank E3G qui a estimé que le potentiel d'économie dans le bâtiment était plus important que la capacité d'importation qui sera ajoutée par les nouveaux terminaux de GNL prévus en Allemagne d'ici à 2030. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gaz naturel liquéfié qui serait importé par ces terminaux pourrait être totalement utilisé pour chauffer des bâtiments dont l'efficacité énergétique pourrait être améliorée grandement. Au-delà des gains en termes d'indépendance énergétique, un bâtiment rénové représente un gain de confort et réduit les dépenses énergétiques des ménages. Et il libère aussi un usage du gaz qui pourrait être utilisé pour d'autres secteurs, notamment les secteurs industriels. Donc, qu'est-ce que ça nous montre, en fait? C'est qu'il y a plusieurs réponses à la crise et qu'il ne faut pas négliger le potentiel massif d'économie d'énergie dans le secteur du bâtiment. Et ça illustre aussi un petit peu les différentes directions dans lesquelles ces réponses vont. Et parfois, assurer notre sécurité d'approvisionnement en renforçant nos capacités d'importation de gaz peut nous mettre dans des situations délicates en termes d'indépendance énergétique et nous exposer toujours à la fluctuation des prix sur les marchés internationaux. Alors, que fait l'Europe? Et l'Europe, en réalité, a déjà commencé à beaucoup travailler sur le sujet. Le pacte vert européen, c'est la réponse la plus pertinente à ce besoin d'amélioration de notre indépendance énergétique. Et pour réduire la demande de gaz, quoi de mieux que la transition énergétique? Donc tout a commencé, les derniers textes, en tout cas les plus ambitieux, la grande avancée récente en termes de pacte vert, c'est la loi climat qui a été votée en 2021, qui vise à un objectif de moins 55% d'émissions d'ici à 2030. Cet objectif, il est contraignant et il correspond à une réduction de 35% de notre demande de gaz. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un réel alignement entre nos objectifs climatiques et nos objectifs de sécurité, d'approvisionnement et d'indépendance énergétique. Alors, la déclinaison législative de cette loi climat, c'est le paquet énergie-climat Fit for 55, qui a été proposé, tel que proposé par la Commission. Il ne permettait d'atteindre que 29% de réduction de la demande de gaz. Et donc, c'est là qu'on peut voir aussi la crise actuelle comme une opportunité pour réellement atteindre nos objectifs climatiques, puisque avec REPowerEU, on pourrait atteindre jusqu'à moins 50% de notre demande de gaz d'ici à 2030 si on met en œuvre vraiment tous les objectifs listés dans cette initiative. Et donc, que contient REPowerEU? Il s'agit d'abord de renforcer les ambitions proposées par la Commission européenne dans le cadre du pacte vert, notamment nos objectifs de déploiement d'énergie renouvelable, avec un règlement d'urgence pour accélérer le déploiement des renouvelables qui est actuellement discuté au niveau européen, l'efficacité énergétique également qui voit ses objectifs renforcés. Et ce qui est intéressant, c'est que REPowerEU comprend aussi des suggestions concernant des mesures de sobriété, c'est-à-dire des changements de comportement, avec la communication EU Save Energy, donc qui contient un certain nombre de mesures pour encourager une réduction de la demande de pétrole et de gaz. Donc on pense notamment au fait de chauffer son logement à une température raisonnable, par exemple 19 degrés. Donc REPowerEU a été complété avec des objectifs contraignants au niveau européen qui ont été approuvés par le Conseil d'une réduction de 5% de l'utilisation de l'électricité durant les pics de consommation, avec des objectifs également non contraignants sur la réduction de la demande de gaz de 15%.
Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ici, en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est de transformer les mesures d'urgence de baisse conjoncturelle de la demande en baisse structurelle. Et on voit aussi ici, enfin, on ne le voit pas, mais en tout cas, il est important de garder en tête que certaines mesures du plan REPower EU envisagent un soutien à de nouvelles infrastructures gazières qui ne sont pas nécessairement compatibles avec nos objectifs de réduction de la demande de gaz et l'impératif d'améliorer notre indépendance énergétique. Alors, slide suivante. Donc, je vais essayer d'être concise pour cette conclusion. Que peuvent faire les politiques? Donc, je crois que j'ai montré que nous payons le retard pris en matière de transition énergétique. Cette crise, c'est une crise des énergies fossiles. Et la meilleure façon de sortir d'une crise des énergies fossiles, c'est de sortir des énergies fossiles, c'est-à-dire d'avoir une plus grande indépendance énergétique au niveau européen. Nous sommes encore beaucoup trop dépendants et vulnérables, c'est ce que montre la crise actuelle. Et donc, pour pas mal de recommandations qui vont être listées ici, sont déjà des mesures qui sont discutées ou mises en œuvre, au moins partiellement. Donc, on peut considérer que c'est quand même une bonne nouvelle, puisque nous avons beaucoup de solutions qui sont connues. De nombreux outils existent déjà. Il s'agit de les déployer plus massivement, avec plus d'ambition. Et donc, on a cette pyramide inversée, où on considère d'abord les usages de l'énergie, c'est-à-dire que faire avec une énergie qui était auparavant abondante et bon marché, mais qui va devenir de plus en plus rare et chère. Donc, il s'agit de réfléchir aux usages de l'énergie et on peut penser par exemple aux expériences réussies, notamment au Japon suite à la catastrophe de Fukushima, où les Japonais avaient réussi, en déployant ce plan de sobriété, à réduire la demande pendant les pics de consommation de 20%. Les sobriétés, c'est une bonne façon de faire baisser les prix, d'éviter les blackouts, mais également, c'est des mesures qui sont facilement applicables à très bas coût. Il s'agit de poursuivre ces efforts avec le développement de nouvelles normes sociales. Peut-être qu'on peut aussi voir émerger, comme on a vu en Suède, la honte de voler, on pourrait voir émerger aussi la honte de trop se chauffer, notamment dans les bâtiments publics. C'est notamment ce qui a été mis en œuvre en Allemagne, mais également une loi qui existe en France depuis plusieurs années, mais qui n'est malheureusement pas mise en œuvre de chauffage raisonnable des espaces communs, notamment les bureaux. Ensuite, il y a bien sûr l'efficacité énergétique, c'est-à-dire de ne pas consommer plus d'énergie que nécessaire pour un même service. Donc, on pense par exemple à la rénovation des bâtiments, mais également voilà, au développement des réseaux. Et ces outils dont j'ai parlé, nous en avons déjà beaucoup et il s'agit aujourd'hui de vraiment adopter un pacte vert ambitieux avec un Fit for 55 package ambitieux. Donc, on pense notamment à la directive sur les énergies renouvelables, la directive sur l'efficacité énergétique ou encore la directive sur la performance énergétique du bâtiment. En face de ces réglementations ambitieuses, il s'agit de mettre en face le financement adéquat, donc notamment en matière d'investissement vert. On peut penser à des prêts appropriés au financement de la rénovation, des financements pour subventionner des nouvelles technologies qui permettront à l'industrie de se décarboner. Et enfin, favoriser une transition juste, donc notamment avec le Fonds social climat, qui pourrait permettre donc le déploiement de solutions vertes dans le bâtiment et la mobilité pour les ménages les plus vulnérables. Donc, ce sur quoi je voudrais terminer, c'est que cette crise actuelle, c'est une opportunité pour nos industries de devenir plus compétitives avec de nouvelles technologies bas carbone. C'est une opportunité pour notre économie, une opportunité pour nos ambitions climatiques et enfin une opportunité pour assurer de meilleures conditions de vie aux Européens et donc de renforcer l'adhésion des citoyens aux changements à venir. Je vous remercie. Vielen Dank, Camille Defarge, für Ihren spannenden Vortrag. Ich schaue kurz in die Runde. Wir haben Zeit für eine klitzekleine, kurze Frage und eine kurze Antwort. Ich sehe keine Fragen aus dem Chat. Doch, jetzt sehe ich
Il n'y a pas de questions du chat. Ah si. Donc le programme Fit for 55 n'est pas totalement adopté et il y a quand même une divergence entre les objectifs et les processus politiques très lents. Comment surmonter ce problème? Effectivement, il y a une réelle pression de la part de nombreux acteurs pour augmenter notre ambition. Je pense qu'en termes de délai, en termes de calendrier, nous allons effectivement avoir les plus grands bénéfices du Fit for 55 qui arriveront probablement à la fin de la décennie actuelle. Il n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons aussi cette dynamique au niveau européen qui peut avoir un impact bénéfique au niveau national, notamment en créant des anticipations à la fois chez les acteurs privés, mais également les acteurs publics, pour s'aligner en fait sur ces objectifs plus ambitieux au niveau climatique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons de nouvelles attentes en fait, qui vont se créer. On voit aussi une prise de conscience chez de nombreux acteurs, chez les citoyens, mais également les entreprises, sur la non-durabilité des énergies fossiles et la nécessité de changer de modèle. Vielen Dank. Il faudra s'appuyer sur différents leviers pour réussir à accélérer cette transition à tous les niveaux. Vielen Dank, Camille Defarre, für diesen optimistischen Ausblick. Merci, Madame Defarre, pour cette vision très optimiste. Maintenant, on va poursuivre sur le sujet des réseaux, donc nouveaux acteurs, nouveaux défis, comment accélérer l'intégration au réseau et au marché des énergies renouvelables. Je souhaite la bienvenue à Madame Sonia Twohi, qui est secrétaire générale d'ENTSOE. Donc, c'est la Fédération des gestionnaires de réseaux européens à Bruxelles. Et cette organisation, elle aussi, se rallie bien évidemment également à l'objectif de la neutralité climatique. Merci, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, ici présents dans la salle et en ligne. C'est un grand honneur pour moi d'intervenir ici dans le cadre du 5e forum franco-allemand sur la transition énergétique. Je vais vous présenter la position des gestionnaires de réseaux européens. C'est donc une grande joie pour moi de participer à ce forum. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Il y a toute une série de questions qui méritent notre attention. Nous vivons dans une période très difficile et nous confrontons un avenir assez incertain. Les sujets que nous avons discutés aujourd'hui concernant les évolutions politiques nous appellent à agir et à promouvoir certaines choses. Nous vivons certainement dans une époque très mouvementée et le contexte géopolitique modifie bien évidemment encore une fois la donne. En même temps, nous sommes obligés de manière générale à décarboniser notre environnement. Et c'est la raison pour laquelle que nous sommes obligés à réviser nos modèles commerciaux et de moderniser notre système énergétique. Le dilemme, voire le trilemme, c'est qu'il faut façonner les systèmes d'approvisionnement de sorte qu'ils soient durables et en même temps abordables. Nous devons donc prendre en considération différents facteurs. D'un côté, la sécurité du réseau, deuxièmement, les consommateurs, et tout cela doit aller de pair.
nous devons créer un système plus souple. Et quoi qu'il en soit, ce nouveau système va entraîner des modifications dans notre façon de consommer, de produire de l'électricité, par exemple. Tous ces processus doivent se passer très rapidement et sans entrave. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part de la position des gestionnaires de réseau européens. Je vais parler des défis qui existent, mais également des opportunités qu'il s'agit d'exploiter. Et je voudrais également aborder des solutions potentielles, tout comme des mesures qui sont nécessaires afin de créer une Europe climatiquement neutre. Premièrement, la flexibilité. De quoi avons-nous besoin? Heureusement, nous pouvons parler de deux choses, d'une flexibilité à court terme et d'une flexibilité à long terme. Dans un premier temps, nous regardons le système et nous constatons que des modifications très importantes sont nécessaires pour flexibiliser le système. C'est-à-dire, nous nous concentrons également sur l'inflexibilité de systèmes existants et sur les difficultés que cela représente. Il y aura des périodes dans lesquelles il y aura une surproduction et il y aura aussi des périodes avec trop peu de production. Donc, il faut justement flexibiliser ce système. Tout cela doit être pris en considération dans la modernisation de notre système. Un système décarboné qui est basé sur les énergies renouvelables demande des efforts techniques plus élevés. Cela est difficile, mais nous avons besoin d'un tel système. Et pour répondre à ce besoin de flexibilité, nous avons besoin d'un système qui tient compte de ces nécessités. Il y aura donc des phases ou des périodes avec une production relativement stable. Nous avons pris en considération plusieurs facteurs tels que l'offre et la demande pour les véhicules électriques, par exemple. Et en bas, vous avez un scénario avec une production plus basse, avec l'épuisement des sources énergétiques. Et dans ce scénario-là, il y a moins de possibilités d'exploiter les ressources énergétiques. C'est-à-dire, il faut augmenter la flexibilité des systèmes pour répondre à ces situations. Un autre facteur, c'est l'infrastructure. Notre association gère le système de répartition. Network development plan. We release them every 2 years. This is 2022. You see here on your left. Tous les 2 ans. And you will see, for instance, that by 2040, nous publions un rapport et nous avons constaté que d'ici 2040, nous avons besoin d'investissements à hauteur de 6 milliards d'euros pour adapter les infrastructures. Il y a plusieurs acteurs qui sont actifs dans ce contexte, non seulement ENTSO-E, mais également d'autres acteurs. Il est très important de souligner qu'il faut développer un plan holistique qui intègre une multitude d'acteurs. Ces investissements à hauteur de 6 milliards d'euros vont générer d'autres ou attirer d'autres investissements supplémentaires. Ils vont créer des avantages au niveau économique et social. Il est très positif que le développement en matière d'éolien offshore qui sont également poursuivis au niveau des ministères, parce que bien évidemment, nous avons besoin de ce soutien de la part des pouvoirs publics.
Venons maintenant au marché et l'architecture du marché. Il y en a qui disent que les marchés sont trop élevés et c'est la raison pour laquelle il faut se pencher sur l'architecture des marchés et réformer ces marchés. Nous avons besoin d'un système incitant pour modifier et réformer les infrastructures. Et nous pouvons répartir le système énergétique dans 3 catégories. D'un côté, nous avons besoin de signaux d'investissement à long terme pour assurer justement la souplesse, la flexibilité souhaitée et pour nous adapter aux défis. Deuxièmement, nous avons besoin d'un signal émis par les prix pour utiliser les ressources les plus efficaces et pour augmenter là aussi la flexibilité. Et troisièmement, nous avons besoin d'un système qui offre des services pour gérer les défis, pour relever les défis. Nous devons veiller à ce que ce système respecte le besoin des consommateurs. Le consommateur doit être placé au centre de ce système. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas et ça, c'est un des grands défis à relever par ce nouveau système énergétique. Le système énergétique climatiquement neutre dont nous rêvons, pour ainsi dire, ne tient pas encore compte de tous les éléments nécessaires. Nous devons maintenir tous les aspects qui fonctionnent, qui sont opérationnels, et de moderniser ceux qui doivent être modernisés. Donc, la restructuration ou la rénovation du marché nécessite un certain temps. C'est la raison pour laquelle nous devons nous baser sur ceux qui fonctionnent déjà. Nous avons besoin de plus de flexibilité. Nous avons besoin d'un système résilient et qui est adapté aux défis. Cela signifie qu'il faut émettre des signaux d'investissement à long terme et nous baser sur les ressources à long terme. Donc, les ressources énergétiques doivent être complémentaires, en quelque sorte. Puis, nous devons nous concentrer sur la demande et identifier la demande. En fin de compte, il faudrait avoir un marché qui implique le consommateur, c'est-à-dire la nouvelle structure du marché devrait également offrir des services aux consommateurs. Quelle est notre vision pour l'avenir? Eh bien, nous misons sur un avenir prometteur. Et cet avenir est bien évidemment couplé à d'autres secteurs. Dans les autres interventions, on a déjà mentionné le secteur des bâtiments, par exemple. Et en fait, nous nous basons sur 3 aspects. Premièrement, il faut miser sur les sources énergétiques climatiquement neutres. La plus grande partie du réseau électrique doit se baser et doit être alimentée par ces ressources décarbonisées. Nous avons deuxièmement besoin de ressources flexibles pour gérer le système. Et troisièmement, il faut pouvoir gérer le système comme un ensemble. Nous avons donc un réseau qui relie les différentes installations, les différentes centrales qui approvisionnent les consommateurs. Donc, c'est un système composé de différents systèmes. Et nous souhaitons coopérer avec tous nos partenaires, avec tous les acteurs en Europe pour arriver à ce nouveau système
qui sera lui aussi un système composé de différents systèmes. Nous sommes donc en même temps un système européen composé de systèmes locaux. Voici ma toute dernière slide concernant notre vision. Comment atteindre cette vision? Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un défi majeur. Le développement d'un système souple à long terme, mais également à court terme, constitue un défi considérable. Nous avons besoin d'un système plus dynamique au niveau horizontal et au niveau vertical. Par ailleurs, nous avons besoin d'un cadre réglementaire et des procédures d'autorisation accélérées qui permet de réaliser des investissements. Nous avons également besoin d'innovation et en fin de compte, nous avons besoin d'une architecture du marché qui est adaptée, qui se développe également en fonction du besoin de ce nouveau système et il s'agit d'agir dès maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je regarde dans la salle pour voir s'il y a des questions que vous souhaitiez poser. Oui, monsieur, on va vous donner le micro. Veuillez bien vous présenter. Marcel Steinbach, du BDW. J'aurais une question. Comment décidez-vous sur ce qui est rentable et un succès économique pour les gestionnaires de réseau? Donc, autrement dit, pour vous, quelle est la définition d'un succès économique? So we have a number of parameters in that economic model. But of course, what I've said is affordability, the sustainability. En fait, nous avons certains paramètres sur lesquels nous basons. Ce sont des paramètres qui entrent en jeu. En fin de compte, c'est le prix et l'efficacité des mesures. Il s'agit donc d'un modèle économique. Et nous nous basons sur la durabilité des solutions proposées. Il s'agit d'un système électrique qui aura son prix. Il faut admettre cela. En même temps, pourtant, il y a une espèce de dichotomie avec le consommateur. Et il faudrait se poser la question en général, quelle est la valeur ajoutée pour le consommateur? Qu'est-ce que le consommateur payerait pour avoir un meilleur système? Donc, nous réalisons cette évaluation, nous contrôlons le système électrique dans la perspective de la décarbonisation. Merci beaucoup. Il y a encore une question. Le Network Plan est modifié tous les 2 ans. Les États membres de l'Union européenne adaptent leurs objectifs en fonction de ce plan. Comment ce processus est-il coordonné? En fait, le système est coordonné par tous les gestionnaires de réseau en Europe. Il y a au total 35 gestionnaires et les données collectées dans ce réseau correspondent à l'objectif de la durabilité. Il y a aussi également des scénarios pour l'après 2040. Et une fois les données collectées, on établit un bilan. Donc, le résultat final est la somme des résultats collectés par tous les gestionnaires de réseau. Il y a aussi des projets d'intérêt commun des États membres
également hors de l'Union européenne, donc des parties tiers qui agissent de leur propre compte. C'est donc un système holistique et nous collectons tous les systèmes pour les résumer dans un rapport. Le résultat, c'est donc une évaluation de la situation et du besoin des investissements nécessaires à l'avenir. Il s'agit donc d'un bilan général du besoin d'investissement en Europe. Donc la volatilité des énergies et les goulots d'étranglement constituent un dilemme. Comment sortir de ce dilemme? Je pense que l'expérience faite en Europe montre qu'il est très utile de se baser sur les expériences. Bien évidemment, il y a des différences locales et tout cela dépend aussi du soutien des pouvoirs publics et des investissements stratégiques. La façon de réagir à ces situations varie de pays en pays. Dans certaines régions, comme l'Irlande par exemple, on essaie de relier les différentes procédures. Not waiting for a transmission line. It is trying to bring it in a sort of cohesive lead time sense. But there are many other ways to handle that. But essentially what you can find is just that dislocation between connecting in multiple sources and the transmission line not being available to offshoot it. But in our TYNDP now, we look at pendant lequel certaines sources d'énergie peuvent être utilisées. Cela coûte du temps. Nous avons regardé plusieurs méthodes de manière à actualiser le système, de manière à utiliser davantage d'innovation, de technologie, de manière à assainir des bâtiments. Cela serait important d'avoir davantage d'innovation et de trouver d'accélérer le lien. Je suis moi-même impressionnée par l'accélération des installations de panneaux solaires en Allemagne, par exemple. Cela a montré la nécessité d'agir encore plus rapidement et de travailler ensemble. Cela est bien entendu décisif. L'Ukraine, en mars 2022, a été liée avec le système de transport d'électricité européen et le pays dispose déjà de grandes capacités respectueuses du climat et souhaite encore augmenter ses capacités. Quelle est la puissance de l'Ukraine aujourd'hui et à quel point l'Ukraine est-elle intégrée dans le système électrique européen? Pendant de nombreuses années, l'Ukraine a traversé un processus très long de gestion avec l'Europe et concernant la décarbonisation. Concernant aujourd'hui, l'Ukraine est connectée physiquement avec l'Europe et l'Europe approvisionne l'Ukraine quand cela est nécessaire. Bien entendu, nous avons un contexte très difficile avec des pertes, des dommages dans le système ukrainien et le système moldavien également. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les objectifs de l'Ukraine et de la Moldavie de décarboniser leur système est très fort. Ils sont engagés et nous souhaitons les soutenir dans ce processus. Nous voulons soutenir ces deux pays. Nous devons les aider à promouvoir cette transformation. Nous voyons des programmes de retransformation de leur réseau et il serait bon de promouvoir également les innovations et les sources énergétiques renouvelables. Les gestionnaires de réseau travaillent étroitement ensemble afin d'aider les opérateurs moldaviens et ukrainiens. Bien entendu, il y a d'autres problèmes qu'ils doivent résoudre, mais tant qu'ils le pourront aussi
aussitôt qu'ils le pourront, ils feront tout pour décarboniser leur système respectif. Merci beaucoup, Sonia, pour cette présentation très enrichissante sur le réseau européen. Merci beaucoup. Et je suis très impatiente de souhaiter la bienvenue à nos troisième intervenants de cet après-midi, à savoir la professeure Veronika Grimm. Elle va nous parler du sujet du prix de l'énergie pour les ménages et les entreprises. Quel est le coût de la dépendance géopolitique et qui le supporte? Veronika Grimm est directrice de la chaire d'économie à l'Université d'Erlangen et elle occupe bien entendu d'autres fonctions, par exemple au Centre sur l'hydrogène de Bavière, et participe également à un rapport sur la transition énergétique. Elle est particulièrement devenue connue au plus tard en octobre de cette année comme coprésidente de la commission d'experts pour le gaz et la chaleur, qui a élaboré le frein au prix du gaz et de l'électricité. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de pouvoir participer à ce forum, malheureusement que de manière numérique. Voilà ma présentation. Il en va des prix énergétiques pour les ménages et les entreprises et des coûts des dépendances géopolitiques. Qui supporte aujourd'hui ces coûts? Sur le feuillet suivant, vous voyez la situation de départ que nous avions avant le début de la guerre d'agression russe en Ukraine. Les dépendances étaient considérables, en particulier en ce qui concerne le gaz naturel, et cela a eu un effet considérable. Ce gaz n'a pas pu être substitué très rapidement. Sur le prochain feuillet, nous voyons les conséquences de cette évolution. Les quantités de gaz ont été réduites et cela a entraîné une augmentation très forte des prix de l'énergie. Nous avons assisté à une inflation et le Conseil des experts s'est attelé à cette hausse des prix, à cette inflation qui a été alimentée massivement par les prix des énergies, mais également par la demande qui a augmenté à l'issue, qui a diminué à l'issue de la crise de coronavirus. Il y a également eu des difficultés d'approvisionnement dans les chaînes d'approvisionnement. Nous avons donc une inflation qui, entre-temps, est également sensible dans les biens consommés par les consommateurs et dont il est difficile de se débarrasser rapidement. L'inflation pèse sur les entreprises et les ménages. Le prochain feuillet montre l'évolution sur les marchés de l'énergie. À l'aide de 3 graphiques, nous voyons l'évolution sur le marché du gaz. Les prix ont été multipliés par plus que 10 et nous voyons que ces prix élevés en raison de difficultés d'approvisionnement vont perdurer jusqu'au moins au printemps 2024. Cela va durer longtemps avant que d'autres possibilités soient trouvées afin d'importer du gaz vers l'Europe. Nous avons donc une pénurie de gaz. Nous n'avons pas encore une pénurie de gaz, mais nous avons un manque de gaz aujourd'hui. Et cela, bien sûr, est une charge pour le marché et qui devient visible chez les ménages et les entreprises. Les entreprises ont senti cette charge plus rapidement. Concernant les ménages, cela a été senti plus tardivement. Les contrats qui ont été conclus
ont été conclus depuis des années, donc cela dure plus de temps avant que les ménages sentent ces effets négatifs. Mais peu à peu, les consommateurs sentent désormais également l'augmentation des prix. C'est pourquoi la commission des experts pour la chaleur et le gaz a été créée afin de prendre en compte la hausse considérable des prix sur les ménages et les entreprises. Je vais y revenir plus tard. Quels sont les effets sur l'économie en général? Le feuillet d'après vous le montre. Nous pronostiquons environ la même croissance que cette année. Nous avons 1,8% de croissance que nous avons pronostiqué déjà en 2020 et désormais nous avons une croissance d'1,7%. Donc il n'y a pas vraiment de grand écart entre le pronostic et la situation réelle. Concernant l'année prochaine, nous avons révisé nos pronostics vers le bas. Le pronostic pour mars 2023 devait être de 3,8% et le pronostic actuel est une diminution, une chute de la performance économique de 0,2%. Comme vous le voyez, il s'agit d'un écart très grand. Mais d'un autre côté, nous voyons à droite sur le feuillet l'évolution de l'inflation. Elle a été alimentée surtout par l'évolution des prix énergétiques. Ce que nous voyons, c'est que le noyau de l'inflation a été également alimenté par les coûts des biens, par les coûts des services. Le noyau de l'inflation va donc continuer d'augmenter tout d'abord et la politique restrictive va permettre de diminuer progressivement l'inflation. De quelle manière aider les ménages et les entreprises? Nous allons passer au prochain feuillet. En 2020, beaucoup de gaz a été économisé. Des mesures d'économie de gaz ont été introduites. Elles ont eu des effets massifs. Nous le voyons durant la période par rapport à l'année d'avant. Il y a 15% jusqu'à 30% d'économies d'énergie qui ont été réalisées selon les mois. Et cela a été le cas dans l'industrie, mais également dans les ménages privés. Cette évolution est également liée à l'évolution des températures. Donc, il s'agit d'une évolution très importante qui peut être accompagnée de mesures efficaces d'économie. C'était important pour nous, au sein de la commission des experts, que des mesures d'allègement soient prises pour réaliser autant d'économies d'énergie. Il y a du gaz qui peut être économisé, notamment en changeant de source énergétique. Quiconque continue d'utiliser du pétrole ou du gaz, continue d'en acheter et continue de miser sur le pétrole et le gaz, alors il s'agit ensuite d'économies qui sont réalisées qui diminuent les prix. De telles mesures ne doivent pas être contrecarrées, il ne faut pas revenir en arrière. Ce qui est également en cours, c'est la politique restrictive. Nous le voyons sur le feuillet prochain. La politique restrictive a été enclenchée. Nous voyons ici cette courbe. Il n'y a pas d'effets inverses qui sont attendus. Nous partons du principe que la politique monétaire restrictive a des effets positifs et efficaces sur l'évolution. Les revenus bruts ont diminué environ de 4%. Et nous ne pensons pas qu'une spirale des revenus va apparaître. Il s'agit tout d'abord de nouvelles très positives, mais que nous devons-nous faire aujourd'hui? Quelle est la marge de manœuvre que nous avons pour agir? Nous voyons ici le développement des énergies renouvelables et les plans ambitieux du gouvernement fédéral. Si ces plans sont réalisés, alors le développement des énergies renouvelables peut contribuer à réduire considérablement le prix de l'électricité sur le marché de l'électricité. Nous voyons à droite
l'expansion des énergies renouvelables permettant de limiter l'augmentation des prix énergétiques. Et nous voyons que l'offre énergétique permet de diminuer les prix. Sur le prochain feuillet, nous le voyons également. Le développement peut être réalisé grâce aux énergies renouvelables, mais il faut également le dire, même si nous avons une trajectoire ambitieuse qui ensuite est réalisée, et nous voyons malheureusement aujourd'hui que trop peu d'investissements sont réalisés, sur le court terme, il est nécessaire d'avoir d'autres capacités avec les centrales électriques conventionnelles, de les laisser en service. Cela concerne par exemple les 2 centrales nucléaires qui sont encore sur le marché. Les centrales à charbon, elles aussi, elles ont tout d'abord été fermées, puis elles ont été mises en réserve. Donc nous voyons que nous avons besoin de capacités supplémentaires sur le marché afin de pouvoir atténuer l'augmentation du prix. Cela est très important face à la pression des prix. Cela est réalisé également en France avec les centrales nucléaires. Toute la capacité en France n'est pas liée au nucléaire, mais cela aide la situation. Nous le voyons sur le feuillet d'après. Il s'agit des défis principaux concernant le gaz. À gauche du feuillet, le prix du gaz est resté relativement bas aux États-Unis, alors qu'en Europe et en Asie, le prix du gaz a considérablement augmenté. L'Europe et l'Asie, on voit une évolution similaire. Ces 2 régions du monde concurrent pour obtenir du GNL. Et nous essayons de trouver des capacités de GNL pour couvrir le besoin de gaz. Aux États-Unis, le prix du gaz est bas et en Europe et en Asie, le prix du gaz est élevé. Nous le voyons avec la ligne orange dans le graphique. L'évolution du pétrole a également augmenté, mais pas à la même échelle que le prix du gaz. À droite du feuillet, nous le voyons. Ceux qui consomment du gaz et qui sont dépendants du gaz ont une augmentation des coûts beaucoup plus élevée que le reste de la population. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convoqué la commission des experts pour le gaz et la chaleur. Sur le prochain feuillet, si vous changez de feuillet, est-ce que vous pouvez changer de feuillet? Concernant la conception du frein au prix du gaz, nous en sommes encore à l'autre feuillet. Wenn Sie einmal die Folie wechseln, die nächste Folie illustriert, wie die Gaspreisbremse konzipiert ist. Ich kann ja schon mal anfangen zu Le erklären. slide d'après concernant le frein du prix du gaz. La situation est telle qu'au sein de la commission des experts pour la chaleur et le gaz, nous avons poursuivi différents objectifs. Tout d'abord, nous voulions alléger les ménages, les entreprises, les consommateurs, et d'autre part, nous voyons un niveau historique qui est décrit pour les États-Unis, mais nous voulions également décrire l'évolution attendue du prix du gaz à l'avenir. Nous voyons que celui-ci est encore 2 fois plus élevé qu'aux États-Unis et 2 fois plus élevé que ce l'était dans le passé. Nous le voyons avec la barre noire, New Normal, nouveau normal. Les subventions doivent être diminuées. Nous devons alléger avec des chèques exceptionnels, des paiements uniques, les consommateurs de manière à ce qu'ils soient d'une part allégés et que cet allègement, nous le voyons en gris ici dans le graphique,
man holt diese hohen Gaspreise runter. Auf der vorherigen Diminue le prix du gaz et nous voyons le feuillet, c'est le feuillet d'avant. Si vous revenez au feuillet d'avant. gut. Also man holt die Belastung runter. On allège tous ces acteurs Auf dieses New Normal und macht das aber als Einmalzahlung, sodass Cela est fait grâce à des chèques exceptionnels, des paiements uniques, de manière à ce que les consommateurs économisent du gaz, denn die Einmalzahlung, die bekommt, muss nicht zurückzahlen, wenn puisque les chèques exceptionnels, il ne doit pas les rembourser une fois qu'il les a consommés. Voilà, il s'agit ici du principe du frein au prix du gaz. On allège tout d'abord les ménages et les entreprises et d'une autre part, il existe une incitation d'économiser du gaz. Sur le prochain feuillet, nous voyons les effets qu'il y a lorsque la demande et l'offre sont toutes deux soutenues. S'il vous plaît, nous passons au feuillet d'après. Ah, okay. Vielleicht können Sie ja trotzdem versuchen zu wechseln, dann können die Oui, peut-être Teilnehmer que vous das pouvez essayer im de changer les slides. Also es ist so, wenn man jetzt Alors, lorsque l'on essaye de soutenir la demande tout comme l'offre et on économise du gaz, dann sinkt der alors le montant de l'allègement diminue puisque le prix du gaz a diminué et la somme, le montant que l'État doit débloquer afin d'alléger les ménages est plus faible. Cela est souhaitable. C'est pourquoi les mesures de l'État doivent prendre en compte non seulement l'offre, mais également la demande et les mesures d'allègement pour les ménages et la société. Sur ce feuillet, nous voyons qu'au-delà de ça, nous avons besoin de promouvoir des mesures d'allègement. La charge liée à l'inflation a des effets considérables sur les ménages à revenus faibles. Nous le voyons sur le graphique. Le taux d'inflation touche beaucoup plus fortement les ménages à revenus faibles par rapport aux ménages qui ont des revenus élevés. Cela est dû au pouvoir d'achat des ménages. De plus, les groupes à revenus plus faibles dépensent une grande part de leurs revenus pour consommer et dépensent une grande part de leurs revenus afin d'acheter des biens, alors que les revenus les plus élevés dépensent une plus faible part de leurs revenus pour leur consommation et peuvent se prémunir davantage de l'inflation. Il s'agit donc, à travers le frein au prix du gaz, d'atténuer ces augmentations, mais également de réagir, de soutenir les ménages qui sont fortement touchés par cette inflation, les ménages à faible revenu. L'État devrait agir de manière ciblée et nous devons partir du principe que les ménages à revenus faibles vont bénéficier du frein au prix du gaz. J'ai ici fait un résumé des différentes mesures concernant la réduction de la hausse des prix à travers des économies d'énergie, mais également à travers des mesures d'accompagnement mises en œuvre par le gouvernement. Il en va également de mesures d'allègement à travers, par exemple, le frein au prix du gaz pour alléger les ménages. Il s'agit d'un tsunami inflationnaire qui ravage les ménages. Il s'agit de les alléger, de les aider à traverser cette période. Par exemple, dans le cadre d'un fonds social. Sur le prochain feuillet, vous voyez la situation concernant les entreprises.
Concernant les entreprises, nous devons prendre en compte la compétitivité et les allègements qui sont nécessaires pour les aider. Nous avons des entreprises très énergivores et des entreprises qui consomment très peu d'énergie. Pour celles-ci, les coûts énergétiques ont une importance différente dans leurs coûts totaux. Dans les branches très énergivores, dans l'industrie sidérurgique, dans l'industrie chimique, ici, la part des coûts énergétiques dans l'ensemble des coûts est très élevée, mais dans d'autres industries, comme par exemple dans l'automobile, ces coûts ne sont pas aussi élevés. Les entreprises sont confrontées à la concurrence internationale de manière très différenciée et ils répercutent plus ou moins les coûts sur les consommateurs. Cela, il faudrait le prendre en compte. Mais les coûts administratifs jouent également un rôle très particulier et sont très élevés. Concernant le frein au prix du gaz, tous les participants vont pouvoir être impliqués sous certaines conditions. Il doit, par exemple, il y avoir une condition concernant le site où les allègements sont versés, c'est-à-dire le site où l'entreprise est localisée. Il faut que cette entreprise garantisse qu'elle est localisée sur ce site afin de recevoir les mesures d'aide. Bien entendu, il y a des entreprises qui sont affectées différemment des coûts énergétiques et donc des subventions différentes sont versées. Cela est possible et plafonné par les aides d'État public. Il doit y avoir, bien entendu, une incitation à économiser du gaz. Nous en venons au prochain feuillet. Nous voyons différents calculs. Quels sont les effets des coûts énergétiques? Est-ce qu'ils profitent à la rentabilité des entreprises? Le nombre d'entreprises qui peuvent connaître des problèmes financiers, ces entreprises sont différentes. Et au sein des différentes branches, il existe également des différences considérables et difficiles donc d'agir de manière spécifique concernant ces demandes. Alors l'instrument du frein du prix du gaz va profiter de manière globale à toutes les entreprises. Enfin, j'aimerais mettre l'accent sur les dépendances qui ont des conséquences négatives sur la compétitivité. Je pense à des dépendances vis-à-vis de matières premières, mais également de produits non finis et qui doivent être pris en compte dans l'approvisionnement énergétique. Au-delà de ça, nous devons également considérer les dépendances dans nos relations commerciales. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me réjouis d'entendre quelques questions. Merci. Merci beaucoup, Madame Grimm, pour votre expertise et pour votre présentation très enrichissante et les calculs de la commission des experts. Je me tourne tout d'abord vers le public présent dans l'amphithéâtre. Est-ce que vous avez des questions? Mais il y a des questions qui ont été posées dans notre chat. Les prix énergétiques, pourquoi ont-ils considérablement augmenté déjà avant la guerre en Ukraine? Oui, cela est dû au fait que la Russie a déjà réduit ses exportations de gaz vers les pays européens avant la guerre. L'Union européenne voulait davantage améliorer les relations commerciales avec les bourses et les marchés. Et les livraisons de la Russie ont été considérablement réduites. En 2021, les prix ont par conséquent vraiment augmenté et les stockages, les accumulateurs n'ont pas pu être remplis.
Et cela est vraiment étonnant que personne n'ait réagi assez rapidement. Nous aurions dû nous rendre compte que cette dépendance existait et que nous étions livrés à une situation d'urgence. Encore une question sur le chat. Je vous prie, Madame Grimm, de donner une réponse brève. Qu'en est-il du frein au prix de l'électricité? Pour le frein du prix à l'électricité, cela doit être un principe similaire que celui utilisé pour le frein au prix du gaz. Concernant le financement doit venir de la suppression des profits cumulés. Cela doit promouvoir également les énergies renouvelables. Et les investissements sont tout d'abord prudents puisque les investisseurs attendent de voir quelles seront les conditions cadres. Malheureusement, merci beaucoup Madame Green. Malheureusement, le temps imparti est écoulé. Merci beaucoup d'avoir pu participer à ce forum. Merci pour votre présentation. Merci pour votre attention. Nous avons maintenant une pause café et je vous prie de revenir dans une demi-heure à 15h45 au plus tard. Merci.